Les bunkers nazis secrets trouvés à travers l'Europe sont des rappels glaçants des ambitions militaires d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Étonnamment, beaucoup de ces énormes forteresses en béton sont restées cachées pendant des décennies après la fin de la guerre. Nous parlons de structures lourdement dissimulées, presque parfaitement préservées, qui sont restées cachées pendant des décennies, certaines enterrées profondément sous terre, d'autres englouties par des forêts épaisses des montagnes enneigées ou même sous des villes modernes. Alors prenez un verre, installez-vous confortablement et sérieusement, ne clignez pas des yeux. Venez avec nous alors que nous découvrons les 15 bunkers secrets allemands fascistes qui viennent d'être trouvés et ce qui se cachait à l'intérieur va vous époustoufler. Numéro 15. Forteresse de Mimo-Yekes. France nichée dans le nord de la France près de la Manche. La forteresse de Mimo-Yekes représente l'un des projets d'armes secrètes les plus audacieux du Troisième Reich. Nommé Bovorhaben 711, projet de construction 711. Ce complexe souterrain massif a été conçu avec un seul but terrifiant. La forteresse a été construite pour abriter le canon de Londres d'Hitler, le V3 Vergeltungswaffen. 3. Un super canon révolutionnaire conçu pour dévaster la capitale britannique. Le plan original ambitieux prévoyait 50 canons tirant simultanément, lançant potentiellement 3000 obus par jour sur Londres. Même après avoir réduit l'échelle, les plans révisés auraient permis à 25 canons de bombarder Londres avec 600 obus par heure. La construction a commencé en septembre 1943 dans un secret absolu. Les ingénieurs ont choisi le site spécifiquement pour ses avantages stratégiques à 8 km à l'intérieur des terres, empêchant les attaques de la Royal Navy à proximité d'une ligne de chemin de fer pour le transport de matériaux et une géologie solide en craie offrant de la stabilité. Le complexe souterrain comprenait 2 tunnels ferroviaires de 600 mètres de long, enfouis à 30 mètres de profondeur. Au-dessus de ceux-ci, 5 énormes puits inclinés à 50 degrés abritaient les tubes de canon. La main-d'œuvre comprenait plus de 5000 ouvriers, y compris des ingénieurs allemands, des mineurs de la Ruhr et des prisonniers soviétiques réduits en esclavage travaillant dans des quarts de 12 heures brutaux. Les renseignements alliés ont initialement identifié à tort le site comme une base de fusées V2. Néanmoins, entre novembre 1943 et août 1944, les bombardiers alliés ont largué plus de 4102 tonnes d'explosifs sur le complexe. L'attaque décisive est survenue le 6 juillet 1944, lorsque le 617e escadron de la RAF, les Dambusters, a déployé 16 bombes de 12 000 livres Tallboy. Celles-ci ont pénétré profondément sous terre, provoquant des effondrements catastrophiques de tunnels et des inondations. Les forces canadiennes ont capturé la forteresse abandonnée le 5 septembre 1944 sans résistance. Par la suite, Winston Churchill a ordonné sa démolition complète en mai 1945, utilisant 36 tonnes de TNT, considérant le site comme l'attaque la plus dévastatrice de toutes. Aujourd'hui, le complexe partiellement préservé fonctionne comme un musée, présentant des monuments aux aviateurs alliés et aux travailleurs esclaves qui ont péri sur le site. Ces bunkers n'étaient pas seulement des abris. Ils faisaient partie de quelque chose de bien plus grand. Mais pourquoi les nazis ont-ils pris tant de mesures pour les cacher, et comment continuent-ils à être découverts aujourd'hui, presque un siècle plus tard? Certains étaient remplis de rouille et de débris, d'autres remplis de découvertes choquantes. Alors ne clignez pas des yeux et surtout ne passez pas à l'avance. Le bunker numéro 1 vous donnera des frissons, c'est garanti. Numéro 14, batterie de Mézy, France. Juste à l'intérieur des terres des plages de débarquement de Normandie se trouve l'une des installations secrètes allemandes fascistes les plus remarquables redécouvertes ces dernières décennies. La batterie de Mézy est restée enterrée et oubliée pendant plus de 60 ans, jusqu'à ce que l'historien amateur britannique Gary Stern fasse une découverte extraordinaire en 2004. La découverte de Stern a commencé par une trouvaille fortuite, une carte dessinée à la main dans la poche d'un uniforme d'un vétéran américain marquant une zone de forte résistance près de Grand Camp, Mézy. Après avoir localisé les entrées de bunkers initiales cachées sous une végétation dense, Stern a acheté le site de 44 hectares auprès de 27 propriétaires différents. Les travaux d'excavation ont commencé en septembre 2005, révélant un vaste complexe qui avait complètement disparu des archives historiques. Des fouilles récentes, en 2008, ont mis au jour des bunkers supplémentaires non touchés depuis 1945, contenant des artefacts remarquables, y compris des casques de nazis allemands, des masques à gaz, des munitions et des preuves de possibles fusillades.
Les chercheurs ont utilisé la technologie LIDAR pour étudier le site en profondeur, révélant des marques de brûlure sur les plafonds des bunkers, suggérant un combat lors de la capture de l'installation. La batterie comprenait deux positions défensives principales WN-83, les perruques avec 6 obusiers français de 155 mm et WN-84, la martinière contenant 4 canons de 100 mm. Dans l'ensemble, le complexe contenait 14 énormes canons, y compris des obusiers de 100 mm capables de tirer sur les plages de Utah et d'Omaha. Essentiellement une petite ville souterraine, l'installation comprenait plus de 3 km de tranchées, reliant de nombreuses structures, y compris des bunkers pour le personnel, un centre de contrôle radar anti-aérien, un stockage de munitions, un hôpital et des quartiers pour officiers. La batterie était stratégiquement positionnée en dessous du niveau du sol, dans une campagne légèrement inclinée, la rendant pratiquement invisible aux reconnaissances alliées. Fait intéressant, malgré les bombardements pré-invasion intensifs, la batterie de Mézy est restée opérationnelle tout au long du jour, J continuant à bombarder les plages de Utah et d'Omaha pendant 3 jours après les débarquements. Cette négligence est survenue principalement parce que les renseignements alliés ont concentré leur attention sur le proche Pointe du Hoc, tandis que les Allemands avaient construit Mézy dans un secret total. En fin de compte, les Rangers américains ont lancé une attaque le 9 juin 1944 avec des éléments du 5e bataillon de Rangers engagés dans une bataille de 5 heures marquée par des combats rapprochés intenses. L'assaut a coûté la vie à 18 Américains avant que la position ne soit capturée. Lors de la saisie, les Rangers ont découvert plus de 180 tonnes de munitions stockées dans l'installation, suffisamment pour soutenir des semaines de bombardements supplémentaires. Numéro 13. Bunkers nazis secrets au Danemark. La côte danoise abrite certaines des fortifications allemandes fascistes, les mieux préservées d'Europe, avec environ 7000 bunkers construits le long de sa côte ouest dans le cadre du mur de l'Atlantique d'Hitler. Ces énormes structures en béton, construites entre 1940 et 1945, représentent le plus grand projet de construction de l'histoire danoise, coûtant l'équivalent de 300 à 400 milliards de couronnes dans la monnaie actuelle. En 2008, des tempêtes violentes le long de la plage de Hovig, au Danemark, ont découvert un trésor historique lorsque des vagues ont balayé des dunes de sable révélant 4 bunkers allemands fascistes entièrement meublés, non touchés depuis 1945. L'enthousiaste d'histoire locale, Tommy Casso, était parmi les premiers à explorer ces capsules temporelles après que 2 garçons de 9 ans les aient localisées. À l'intérieur, les archéologues ont trouvé une collection étonnante d'objets personnels, des pipes à tabac, des bouteilles de schnapps à moitié pleines, des uniformes militaires, des timbres d'Hitler, des flacons de médicaments et du matériel de communication. Bent Antonissen. Un expert danois sur les bunkers européens a décrit la découverte comme unique en Europe. Comme l'a noté un archéologue, c'était comme entrer dans le cœur d'une pyramide, avec des momies de tout autour. Par la suite, des efforts de conservation ont commencé immédiatement avec des artefacts transférés au centre de conservation du musée du Dieu de l'huile. La course pour préserver ces objets est devenue urgente alors que des tentatives d'effraction se produisaient dans les jours suivant la découverte. Au-delà de ces bunkers nouvellement découverts, le Danemark a transformé plusieurs autres en musées. Le bunker Tirpitz à Blovand autrefois, partie du mur de l'Atlantique d'Hitler, a rouvert en 2017 en tant que musée du bunker de Blovand, qui s'attend à attirer environ 100 000 visiteurs par an. De même, la batterie de Fort Bangsbo à Frederikshavn fonctionne maintenant comme un musée présentant des canons navals allemands de 100 mm installés en 1944. Le musée des bunkers Herschals offre aux visiteurs l'accès à 54 bunkers excavés reliés par 3,5 km de tranchées. La réaction du public à ces découvertes a été mitigée. Certains Danois comme Ola Becker, dont le grand-père était dans la Résistance, ont comparé la découverte à la tombe de Toutankhamon, arguant que la préservation honore la vérité historique. Cependant, d'autres ont exprimé leur dégoût avec le résident local Mogens Skog-Hansen, écrivant que tout devrait être explosé. Le conseil de rédaction du journal Dagbladet Ringkøbing Skjern a soutenu la préservation, déclarant qu'ils font partie de notre histoire européenne commune. Selon le conservateur de musée Kim Clausen, bien que ces trouvailles ne viennent pas de l'âge du bronze, elles sont incroyablement authentiques et nous en disent beaucoup sur la façon dont ils vivaient dans ces bunkers. Aujourd'hui, ces structures controversées sont devenues des destinations touristiques populaires, attirant des milliers de visiteurs du Danemark et de l'Allemagne voisine. Numéro 12, la tanière du loup, Pologne.
caché au fond des bois de Missourian, en Pologne. La tanière du loup, Wolfschanze, a servi de quartier général principal d'Hitler sur le front Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette massive forteresse en béton est devenue l'une des installations militaires les plus secrètes et stratégiquement significatives du Troisième Reich. Situé près de la ville de Kętrzyn, dans le nord-est de la Pologne, le complexe de la tanière du loup s'étendait sur 250 hectares de forêt dense, choisie délibérément pour son emplacement éloigné et son camouflage naturel. La construction a commencé en 1940, englobant finalement 200 bâtiments, y compris des bunkers, des casernes et des installations de soutien. Hitler a passé plus de 800 jours dans ce complexe fortifié entre 1941 et 1944, dirigeant les opérations militaires, tout en étant entouré de ses conseillers les plus proches et de son personnel de sécurité. Les murs du bunker atteignaient une épaisseur impressionnante de 8 mètres dans certaines sections, conçues pour résister à d'éventuels bombardements aériens. Le 20 juillet 1944, la tanière du loup est devenue le site de la tentative d'assassinat la plus célèbre contre Hitler. Le colonel Klaus von Stauffenberg, participant à une réunion militaire, a placé une mallette contenant des explosifs sous une table de conférence. L'explosion a tué 4 hommes, mais Hitler a survécu avec seulement des blessures mineures après que quelqu'un ait déplacé accidentellement la mallette derrière une lourde jambe de table en chêne. Le complot échoué, connu sous le nom d'Opération Valkyrie, a entraîné des représailles brutales. La Gestapo a arrêté plus de 7000 personnes et a finalement exécuté près de 5000 conspirateurs suspects. Von Stauffenberg lui-même a été fusillé à Berlin quelques heures après la tentative. En 2015, des ouvriers de construction ont fait une découverte macabre, près du complexe de la tanière, du loup des restes humains, que les archéologues ont ensuite identifié comme appartenant à un ancien prisonnier de camp de concentration. D'autres fouilles ont révélé que cette personne faisait probablement partie des bataillons de travail forcés enrôlés pour construire ou entretenir la massive fortification. Aujourd'hui, la tanière du loup attire près de 300 000 visiteurs par an qui se promènent parmi les ruines partiellement démolies, offrant un aperçu sobre du centre névralgique des opérations militaires des nazis allemands sur le front Est. Numéro 11, Bunker U-Boot Elbe 2, Allemagne. Situé au Wolkenhafen de Hambourg, sur la rive sud de l'Elbe, le bunker U-Boot Elbe 2 représente l'une des installations de sous-marins les plus intrigantes construites pendant la Seconde Guerre mondiale. Construit en 1941 avec 50 000 mètres cubes de béton, cette massive structure était conçue pour protéger la flotte avancée de sous-marins de l'Allemagne. Le 11 novembre 1945, 6 mois après la reddition de l'Allemagne, des ingénieurs royaux britanniques ont effectué une démolition contrôlée de l'Elbe 2 en utilisant 32 tonnes d'explosifs. La puissante détonation a provoqué l'effondrement du mur central du bunker, entraînant une défaillance catastrophique du toit. Cette destruction intentionnelle a scellé le destin des sous-marins à l'intérieur, créant une capsule temporelle accidentelle de la technologie navale des nazis allemands. La structure, malgré ce grave dommage, s'est révélée remarquablement résiliente, au point que des tentatives de démolition ultérieures en 2001, utilisant 150 kg de dynamite, ont à peine affecté la fortification restante. Les sous-marins, ensevelis, sont restés pratiquement oubliés jusqu'en 1985, lorsque les chercheurs Jack P. Malman-Schowel, Wolfgang Hirschfeld et Walter Klutz les ont redécouverts. Leur exploration a donné lieu à des photographies remarquables documentant l'état des sous-marins après 4 décennies sous l'eau. Suite à cette redécouverte, le site est devenu une cible pour les chasseurs de souvenirs qui ont parfois creusé pour ouvrir des écoutilles afin de récupérer des artefacts. En fin de compte, dans les années 1990, les autorités allemandes ont rempli le bunker de gravier et de béton, transformant la zone en parking. Aujourd'hui, ces anciens vaisseaux de guerre redoutables se trouvent sous le port franc de Hambourg, complètement inaccessibles, et nécessitant une présentation de passeport pour visiter même la surface. Des tunnels cachés aux objets étranges, personne ne peut expliquer. Chacun raconte une histoire qu'ils n'ont jamais enseignée en cours d'histoire. Et attendez de voir le bunker numéro 5. C'est comme marcher directement dans un moment figé du passé. Restez avec nous car le dernier pourrait bien réécrire tout ce que vous pensiez savoir. Numéro 10. Tunnel Holgangs-en-Lage. Jersey. Parmi les fortifications les plus étendues des îles anglo-normandes, occuper les tunnels Holgangs-en-Lage de Jersey représentent un chapitre particulièrement sombre de l'ingénierie des nazis allemands.
Le nom se traduit littéralement par installation de passages de grottes appliqués uniquement au complexe de tunnels dans les îles anglo-normandes au sein des défenses du mur de l'Atlantique d'Hitler. Commencé en 1941, le complexe de tunnels de Jersey, désigné Haute, a été principalement conçu comme un abri souterrain pour les troupes allemandes contre d'éventuels raids aériens alliés. Excavé à des profondeurs de 50 mètres sous terre et s'étendant sur 300 mètres dans la colline, ces tunnels faisaient partie d'un réseau ambitieux qui a consommé des ressources disproportionnées. Notamment d'ici 1944, les tunnels des îles anglo-normandes nécessitaient l'extraction de 244 000 mètres cubes de roches, remarquablement plus que l'ensemble du mur de l'Atlantique, de la Norvège à l'Espagne, qui comptait 225 000 mètres cubes. La construction reposait fortement sur le travail forcé avec plus de 5 000 travailleurs venus de toute l'Europe, y compris des Russes, des Polonais, des Français et des républicains espagnols. Ces ouvriers ont enduré des quarts de travail brutaux de 12 heures, travaillant avec des outils basiques dans des conditions dangereuses. Le traitement variait selon la nationalité et les prisonniers russes et ukrainiens faisant face à des conditions particulièrement sévères, beaucoup mourant de malnutrition, de maladies et d'épuisement. À mesure que les menaces d'invasion alliées s'intensifiaient, en 1943, le commandement allemand a réaffecté Oat en station de triage et hôpital d'urgence. Après la libération, en mai 1945, les forces britanniques ont ouvert les tunnels au public en juillet 1946. Après un jugement légal en 1961 accordant la propriété à des propriétaires privés, le complexe a été développé en tunnels de guerre de Jersey, abritant l'exposition permanente Captive Island, détaillant la vie quotidienne pendant l'occupation. Les visiteurs modernes vivent un parcours de réflexion à travers l'histoire de l'occupation, y compris des affichages interactifs sur les dilemmes des insulaires, les efforts de résistance et les luttes quotidiennes. Le musée préserve l'ancien bloc opératoire et les zones de soins tout en présentant des véhicules militaires, y compris des répliques de chars allemands. De plus, l'exposition des tunnels inachevés utilise des affichages holographiques pour démontrer les conditions difficiles que les travailleurs forcés ont endurées. Numéro 9. Weingut, Allemagne. Dans les forêts, près de Mühldorf à Mine en Bavière, le Troisième Reich a commencé la construction d'une usine souterraine remarquablement unique en 1944. Nommée Weingut 3, cette immense structure représentait une tentative désespérée de protéger la production d'armes avancées de l'Allemagne contre les campagnes de bombardement alliées intensifiées. Contrairement au bunker typique, Weingut 3 présentait une méthode de construction innovante. Au départ, les travailleurs ont créé d'énormes monticules de gravier sur lesquels ils ont coulé du béton armé d'une épaisseur de 3 mètres. Cela a créé d'énormes arches en béton s'étendant sur 85 mètres de large avec une hauteur interne de 32,2 mètres. Après le durcissement du béton, le gravier en dessous a été excavé par un tunnel d'extraction spécialement conçu. Cette approche d'ingénierie a éliminé le besoin d'échafaudage en bois traditionnel tout en permettant une construction rapide. La main-d'œuvre derrière ce projet massif révèle les aspects les plus sombres de l'Allemagne fasciste. Parmi les 10 000 travailleurs au total sur le site, 8 500 étaient des travailleurs forcés, principalement des détenus juifs de camps de concentration et des prisonniers de guerre soviétiques. Tragiquement, plus de 3 000 travailleurs forcés sont morts d'épuisement, de famine et de brutalité pendant la construction. Ceux qui étaient trop faibles pour continuer étaient souvent transportés à Auschwitz. Malgré le coût humain énorme, Weingut 3 n'a jamais rempli son objectif prévu. En avril 1945, alors que les forces américaines approchaient, seules 7 des 12 arches en béton prévues avaient été achevées. L'usine souterraine de 9 étages destinée à produire des moteurs à réaction Messerschmitt Me-262 n'est jamais devenue opérationnelle. Après la guerre, les forces américaines ont découvert la structure partiellement achevée avec des grues de construction encore en place. En 1947, des ingénieurs militaires américains ont testé la résistance du bunker en faisant exploser des explosifs qui ont fait s'effondrer 6 des 7 arches complètes. Aujourd'hui, une seule arche en béton reste debout comme un mémorial sobre aux milliers qui ont souffert et sont morts lors de sa construction. Numéro 8. Blockhaus de Perlek, France dominant. Parmi les forêts du nord de la France. Le blockhaus de Perlek se dresse comme un colosse de béton imposant l'une des structures de bunker les plus massives des défenses du mur de l'Atlantique d'Hitler.
Cette énorme fortification située près de Saint-Omer a été construite avec un but terrifiant qui aurait pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Construite à partir de mars 1943, cette massive forteresse en béton a été principalement conçue comme la première installation au monde d'assemblage, de stockage et de lancement de fusées V2. Les dimensions immenses de la structure reflètent de son but ambitieux, avec des murs d'une épaisseur allant jusqu'à 5 mètres et des hauteurs de plafond atteignant 28 mètres. Au fil du temps, la construction a consommé environ 150 000 mètres cubes de béton. La direction des nazis allemands considérait cette installation comme cruciale pour leur programme d'armes de vengeance Vergeltungswaffen, visant Londres qui se trouvait à seulement 188 km. Au fur et à mesure de la progression de la construction, la reconnaissance alliée a détecté l'installation entraînant l'opération Crossbow, une massive campagne de bombardement contre les sites d'armement d'Hitler. Le 27 août 1943, 187 forteresses volantes B-17 ont largué 368 tonnes de bombes sur le site. Ces campagnes de bombardement se sont révélées remarquablement efficaces, endommageant la structure au-delà de toute réparation et forçant les Allemands à abandonner leur projet de lancement de fusées depuis cet emplacement. Par conséquent, l'installation n'a jamais tiré un seul V2 opérationnel vers la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le blockhaus de Perlek sert de monument sobre à l'ambition militaire des nazis allemands et à la détermination des Alliés à y faire face. En fait, le gouvernement français l'a désigné monument historique en 1985. Les visiteurs peuvent explorer des halles d'exposition abritant des composants rares de fusées V1 et V2, ainsi que des affichages expliquant le lien de l'installation avec le travail des camps de concentration. De plus, le site attire environ 50 000 visiteurs par an qui se promènent à travers les sections préservées, y compris la massive salle principale et les passages souterrains. La face nord-ouest présente encore des dommages visibles dus aux bombes, un témoignage des bombardements de précision alliés qui ont finalement aidé à empêcher cette structure menaçante de remplir son objectif prévu. Numéro 7. B8. Bergkristall. Autriche cachée, sous la ville autrichienne de Saint-Jorgen an der Gusen. L'installation B8 Bergkristall est apparue comme l'un des complexes de fabrication souterrains les plus sophistiqués du Troisième Reich. Officiellement établie en mars 1944, cette vaste installation souterraine s'étendait sur 50 000 mètres carrés de tunnels étanches aux bombes et au gaz coupant à travers la campagne autrichienne. Conçue principalement pour l'assemblage du révolutionnaire chasseur à réaction Messerschmitt, 262 B8 Bergkristall représentait une tentative désespérée de protéger la production d'avions critiques contre les campagnes de bombardement alliées intensifiées. La production remarquable de l'installation a atteint environ 450 fuselages d'avions à réaction entièrement équipés par mois, d'ici avril 1945. Tout au long de sa période opérationnelle, les rapports de renseignement alliés ont confirmé que 987 avions propulsés par réaction avaient quitté les chaînes de production avant la fin de la guerre. Le processus de production impliquait l'assemblage des fuselages et des ailes à Bergkristall avant de les transporter par chemin de fer pendant la nuit vers divers endroits dans le sud de l'Allemagne et en Bohême pour l'assemblage final. La sécurité entourant l'opération était extraordinairement stricte. Même les employés civils allemands étaient interdits sans faute de révéler la ville où ils travaillaient. La vie des travailleurs à Bergkristall reflétait une brutalité inimaginable. Environ 10 000 travailleurs forcés ont travaillé dans les tunnels, 6 500 dans la construction et 3 500 dans la production. Ces prisonniers venaient principalement du complexe de camps de concentration de Mauthausen-Gusen, à proximité beaucoup étant spécifiquement sélectionnés pour leur expertise technique en tant que physiciens chimistes ou ingénieurs. Les prisonniers juifs faisaient en face à un traitement particulièrement horrible, survivant souvent seulement quelques jours dans ce que les prisonniers appelaient « l'enfer des enfers ». En effet, ceux assignés à la construction des tunnels avaient une durée de survie moyenne de seulement 4 mois. Les travailleurs enduraient des quarts de 14 heures dans des tunnels remplis de poussière épaisse nécessitant des lampes frontales, pourvoire entraînant environ 100 décès par jour. Les conditions de logement se sont également révélées mortelles, avec des prisonniers manquant souvent d'abris adéquats, de nourriture, de vêtements et de l'eau potable. Le 5 mai 1945, des éléments de la 41e escadrille de reconnaissance de la 11e division blindée américaine ont libéré l'installation. Le sergent d'état-major Al Kosiuk et 23 hommes de la première section de la troupe D
ont découvert que l'installation était à peu près 85% complète et entièrement opérationnelle. Par la suite, les forces américaines ont minutieusement enquêté sur le site stratégique et ont retiré des composants critiques de machines jusqu'à fin juillet 1945. Une fois que les Soviétiques ont pris le contrôle de la zone conformément aux accords d'occupation d'après-guerre, ils ont démonté tout l'équipement restant et ont finalement détruit des sections clés du système de tunnels en novembre 1947 pour empêcher le transfert de connaissances. Numéro 6. Camp de Mittelbau. Dora, Allemagne. Initialement établi comme un sous-camp du camp de concentration de Buchenwald, Mittelbau. Dora est devenue l'une des installations d'armement souterraines les plus mortelles du Troisième Reich, après que le bombardement allié ait détruit le centre de recherche de Peenemünde le 18 août 1943. Les autorités fascistes allemandes ont déplacé leur production de fusées F-2 vers un système de tunnels à l'intérieur de la montagne de Konstein, près de Nordhausen en Thuringe. Cette installation souterraine existante construite pour la Wehrmacht à partir de 1936 allait bientôt devenir synonyme de souffrance sans précédent. Dans le vaste réseau de tunnels de la montagne, les prisonniers j'ai été forcés d'élargir le complexe souterrain pour construire les armes de représailles d'Hitler. À l'automne 1944, l'installation avait atteint sa capacité de production maximale avec une population de prisonniers d'au moins 12 000. L'usine souterraine fabriquait principalement des missiles balistiques V2 et des bombes volantes V1. La production a rapidement augmenté, passant de seulement 3 fusées toutes défectueuses en janvier 1944 à 400 par mois en mai maintenant, finalement 600 unités par mois jusqu'en février 1945. Le 8 septembre 1944, la première V2 construite à Mittelbau a été lancée avec succès en visant Londres. Les prisonniers vivaient initialement entièrement dans les tunnels instables privés de lumière du jour et d'air frais pendant des mois. Des milliers étaient entassés dans des lits superposés en bois à 4 niveaux, dans des tunnels de sommeil d'anciennes chambres latérales où les conditions d'hygiène étaient catastrophiques. Le taux de mortalité à Dora Mittelbau dépassait la plupart des autres camps de concentration. Environ 60 000 prisonniers ont traversé le système de Mittelbau, avec au moins 20 000 mourant soit au camp, soit après un transport ailleurs. Certains prisonniers risquaient leur vie en s'engageant dans des actes de sabotage. Plus de 200 ont été pendus publiquement pour ces actes. Ce ne sont pas juste de vieux sous-sols ou des ruines poussiéreuses. Certains de ces bunkers nazis cachaient des secrets pendant plus de 70 ans. Mais pourquoi ont-ils été construits si loin des regards et qu'ont trouvé les gens à l'intérieur qui ont laissé même les experts sans voix? Restez avec nous, car le bunker numéro 2 est si creepy que même les habitants n'osent pas s'en approcher. Numéro 5, Batterie Todd France. Positionnée stratégiquement, le long de la côte française près du cap Grinet. La batterie Todd représentait l'un des éléments les plus redoutables des défenses du mur de l'Atlantique d'Hitler. Nommée d'après Fritz Todd, l'ingénieur allemand décédé dans un accident d'avion, cette installation d'artillerie intimidante a joué un rôle significatif dans la menace de traversée de la Manche des nazis allemands contre la Grande-Bretagne. La capacité offensive de la batterie provenait de 4 énormes canons Krupp de 380 mm en 15 pouces, chacun protégé par des bunkers en béton armé. Avec une portée impressionnante de 55-107 km, ces canons pouvaient facilement atteindre la côte anglaise. Son premier obus a été tiré le 20 janvier 1942, bien qu'elle ait été officiellement inaugurée en février avec les amiraux Karl Dönitz et Erich Raeder assistant à la cérémonie. Tout au long de sa période opérationnelle, les canons ont provoqué 3059 alertes, 216 morts civiles et des dommages à 10 056 locaux à Douvres. Fait remarquable, malgré les bombardements fréquents des convois côtiers lents, aucun navire n'a été confirmé touché par le feu de la batterie. Le 29 septembre 1944, dans le cadre de l'opération Undergo, la 3e division d'infanterie canadienne a lancé son assaut contre la fortification imposante. À 6h35, l'artillerie alliée a ouvert le feu, suivi 10 minutes plus tard par l'infanterie avançant derrière un barrage roulant. Cette attaque est survenue après des raids de bombardement de la RAF les 26 et 28 septembre qui ont largué 855 tonnes d'explosifs sur la zone. Les North Nova Scotia Highlanders ont rencontré peu de résistance, atteignant les maisons de canon sans opposition majeure.
À la mi-matinée, les artilleurs allemands avaient alors capitulé avec des drapeaux blancs apparaissant dans tout le complexe. En 1972, après 3 ans de travail de restauration minutieux, le musée du mur de l'Atlantique a ouvert à l'intérieur de la casemate I. Le musée abrite des milliers d'artefacts, y compris des armes, des uniformes et du matériel militaire. À l'extérieur se trouve un remarquable canon ferroviaire allemand K5, l'un des 2 seuls restants dans le monde, avec son impressionnant canon de 25 mètres, capable de tirer des obus de 240 kg à près de 40 miles. Actuellement, les 4 casemates originales restent visibles sur des terres privées, avec la casemate 3 partiellement détruite suite à une explosion accidentelle en 1945. Numéro 4, Bunker Siracourt 5-1, France nommé Wasserwerk Saint-Paul. L'immense bunker Siracourt 5-1 se dresse comme l'un des sites militaires nazis allemands les plus bombardés en Europe. Cette structure colossale dans le nord de la France a été conçue comme une installation de lancement fortifiée pour les bombes volantes V1 ciblant Londres. La construction a commencé en septembre 1943 sur un terrain élevé à environ 1 km au nord de la route Esden-Saint-Paul. Les Allemands ont employé une technique de construction innovante appelée Verbunkerung, où les ingénieurs ont d'abord construit le toit à plat sur le sol, puis ont excavé en dessous à l'abri des bombes alliées pour créer le reste de l'installation. Le bunker aurait été relié à la ligne de chemin de fer principale de Saint-Paul à Abbeville, permettant aux trains transportant des V1 d'entrer dans la structure. À l'intérieur, la capacité de stockage pouvait accueillir 150 missiles avec une ouverture de lancement dirigée vers l'Angleterre. Finalement, le bunker n'a jamais tiré un seul V1. Lorsque la construction a été abandonnée, en avril 1944, l'extérieur était presque complet, mais l'excavation intérieure avait à peine commencé. Après la guerre, les autorités ont rapidement abandonné les plans de démolition. Au lieu de cela, 80 prisonniers de guerre allemands ont retiré la rampe de lancement faisant face à l'Angleterre et ont partiellement rempli l'intérieur du bunker. Aujourd'hui, la masse imposante de béton reste visible depuis les routes voisines, se tenant comme un témoignage à la fois de l'ambition militaire des nazis allemands et de la détermination des Alliés à la neutraliser. La structure est située sur des terres privées et reste inaccessible au grand public. Néanmoins, elle représente l'un des sites d'armes V les plus visuellement impressionnants dans le nord de la France. Numéro 3. La Coupole France. Sous un immense dôme en béton dans le nord de la France se trouve un gigantesque complexe souterrain qui se dresse comme l'un des vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La coupole, située à 5 km de Saint-Omer, dans la région du Pas-de-Calais, a été construite par l'Allemagne nazie entre 1943 et 1944 comme base de lancement pour les fusées V2 visant Londres. L'installation initialement nommée Bavorhaben, 21 projets de construction. 21 présentait un énorme dôme en béton d'un diamètre de 70 mètres et d'une épaisseur de 5 mètres. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie protégeait un réseau de tunnels abritant des zones de stockage, des installations de lancement et des quartiers pour l'équipage. Les ingénieurs ont conçu le complexe pour stocker 500 fusées, V2, et potentiellement en lancer des dizaines, quotidiennement contre Londres et le sud de l'Angleterre. Initialement, les autorités ont prévu environ 2 km de galeries souterraines avec un objectif ambitieux de 7 km pour assurer l'autosuffisance grâce à des générateurs, des bureaux et même un hôpital. Tout d'abord, les travailleurs ont construit le dôme sur le plateau avant d'excaver en dessous une technique qui privilégiait la protection contre les bombardements alliés. La reconnaissance alliée a repéré l'activité de construction à Wissern à la mi-août 1943, lorsque les Allemands ont commencé à poser d'importants embranchements ferroviaires. Au cours des mois suivants, les forces alliées ont mené 16 raids aériens distincts impliquant 811 bombardiers qui ont largué environ 4160 tonnes de bombes-bombes. Aujourd'hui, la coupole fonctionne comme un remarquable centre d'histoire et un planétarium attirant des visiteurs du monde entier. Le musée, qui a ouvert en mai 1997, présente des expositions en 4 langues, français, anglais, néerlandais et allemand. Les visiteurs entrent par le tunnel Ida avant de prendre un ascenseur vers la zone d'exposition principale sous le dôme. Numéro 2. Projet RISE Pologne. Sous les montagnes de Hibou en Pologne se trouve le projet RISE, l'un des efforts de construction les plus mystérieux et ambitieux d'Hitler pendant la guerre. Entre 1943 et 1945, le régime fasciste allemand a excavé un vaste réseau de tunnels souterrains dans ce qui était alors un territoire allemand, créant un complexe souterrain,
enveloppée de secrets jusqu'à ce jour. La massive construction englobait 7 structures souterraines dans la région des montagnes de Ibu et sous le château de Kshonj. Les travailleurs ont taillé environ 9 km de tunnels à travers la roche solide, créant 25 000 mètres carrés d'espace souterrain avec un volume de 100 000 mètres cubes. Sans aucun doute, l'échelle était impressionnante, mais le projet n'a atteint que 11% de son achèvement avant d'être abandonné. Son objectif exact reste contesté parmi les historiens. La documentation originale semble avoir été délibérément détruite, laissant de nombreuses théories. D'une part, certaines preuves suggèrent qu'il aurait servi de quartier général à Hitler, soutenu par des mémoires d'officiels fascistes allemands, y compris Albert Speer. D'autre part, d'autres proposent qu'il était destiné à la production d'armements souterrains. Numéro 1. Führerbunker Berlin. Situé sous le jardin de la chancellerie du Reich à Berlin. Le Führerbunker a servi de dernier quartier général à Adolf Hitler, le dernier d'une série de quartiers généraux du Führer utilisés tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux autres bunkers fascistes allemands conçus pour des opérations militaires, ce complexe souterrain est devenu la scène du dernier chapitre du Troisième Reich. Hitler s'est retiré dans le bunker le 16 janvier 1945, alors que les forces soviétiques se rapprochaient des Hansa de Berlin. À mesure que la situation de la guerre se détériorait, il sortait rarement, faisant sa dernière apparition. En extérieur le 20 avril, son 56e anniversaire pour remettre des croix de fer aux membres de la jeunesse hitlérienne. Dans les confines claustrophobiques, Hitler est devenu de plus en plus paranoïaque, surtout après avoir appris les négociations de reddition d'Heinrich Himmler avec les alliés occidentaux. Le 29 avril, peu après minuit, Hitler a épousé sa compagne de longue date, Eva Braun, lors d'une petite cérémonie civile dans la salle de cartes du bunker. Par la suite, il a dicté son dernier testament à sa secrétaire Traudl Jung. Le lendemain, le 30 avril, Hitler et Braun ont mis fin à leur jour. Conformément à ses instructions, leurs corps ont été transportés dans le jardin de la chancellerie, arrosés d'essence et brûlés. Construit en 2 phases, en 1936 et 1944, le complexe du bunker se composait de 2 sections, le Vorbunker supérieur et le Führerbunker plus profond. Le Führerbunker se trouvait à environ 8,5 mètres sous le jardin, avec des murs renforcés de 4 mètres de béton et un toit de 3 mètres d'épaisseur. À l'intérieur, environ 30 petites pièces reliées par des couloirs abritaient les quartiers personnels d'Hitler, des salles de conférences et des installations médicales. Malgré ces fortifications, les conditions de vie étaient désagréables humides avec des pompes à eau souterraines, fonctionnant en continu. Un générateur diesel fournissait de l'électricité et de l'eau de puits était pompé pour les besoins de base. Avec cela, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Pour profiter d'histoires plus captivantes, cliquez maintenant sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran.